Amis téléspectateurs, téléspectateurs, bonjour chez vous. Voilà, nous sommes en compagnie de notre amie Claudia Monge. C'est bien cela. Dites-moi, rentrer chez vous et rencontrer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une pièce que j'ai écrite et mise en scène pour parler un peu du thème des violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre. Et rentrer chez vous et raconter, c'est ce que certains miliciens lancent à des femmes qui ont été retenues en captivité après avoir été violées, victimes de violences sexuelles au Congo, pour répandre la terreur à travers le récit de ce qu'elles ont vécu et pour que d'autres femmes sachent ce qui peut leur arriver. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, qui vous êtes et votre cursus? Oui, alors je suis une jeune femme de 25 ans. D'où vous venez? Il faut dire d'où vous venez, de quel pays? Je suis originaire du Congo. RDC? RDC, oui. Où je suis née. Je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans et demi. Donc je suis française d'origine congolaise. Vous n'êtes pas à rougir de cela, hein? Comment? Vous n'êtes pas là à rougir de cela? Ah non, pas du tout, c'est mon histoire. Voilà. Et je suis donc j'ai fait une formation j'ai fait un master 2 en traduction et management interculturel. Donc j'ai un diplôme de traductrice et en parallèle j'ai fait une ça école. vous sert? Ça vous a servi? Ça m'a servi, ça continue, ça me sert de temps en temps, mais c'est vrai que je me suis beaucoup plus focalisée sur le théâtre. Oui. J'ai fait une formation dans une école qui s'appelle les Enfants de la Comédie, un master pro de théâtre. Et depuis 2010, j'ai fondé une association qui s'appelle Voix Alternatives de sensibilisation sur le thème des violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre. Et on s'est concentré dans une première étape sur la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit et mis en scène ma première création théâtrale. Alors, je vais vous lire une déclaration du président américain et son vice-président. Bon, il parle de la prévention d'agressions sexuelles. Hier, ils ont fait une déclaration commune. Le président Barack Obama dit, en tant que gouvernement et en tant que nation, nous avons la capacité d'arrêter l'agression sexuelle, de soutenir ceux qui ont survécu et de traduire les auteurs en justice. Que pensez-vous de ça? C'est un discours politiquement correct ou bien c'est vraiment... il parle de capacité, mais oui, il faut mettre en place, il faut donner les moyens de mettre en place cette action-là. Il ne suffit pas juste de dire oui, on est capable de plein de choses. Hein. Si on s'arrête aux mots, tout est possible, mais dans le cas du Congo, il faut une juridiction claire, il faut que les responsables de ces crimes puissent être traduits en justice, il faut éveiller les consciences sur la responsabilité de ces personnes et non des victimes. Comprendre que c'est pas un acte anodin, que c'est pas et que ces personnes sont des êtres humains qui ont une dignité et qui méritent un traitement qui soit égal à. Comment voyez-vous en fait pour qu'un tribunal spécifique pour la RDC soit mis en place? Comment voyez-vous le mécanisme? Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez quand même votre idée là-dessus. Oui, mais déjà pour le cas de la République démocratique du Congo, simplement, c'est pas simple du tout. Il faudrait un État, l'existence d'un État. On peut pas mettre en place des choses sans que le gouvernement congolais soit là en soutien et même que ce gouvernement prenne les choses en main et qu'il y ait une vraie prise de conscience. Ces populations, elles sont même pas... Il y a beaucoup de femmes dans l'est du Congo qui ne sont même pas au courant de leurs droits. Donc à partir de là, il y a vraiment quelque chose à faire qui est d'essentiel en fait. C'est pas... il faut pas prendre le problème à l'envers, quoi. C'est vraiment travailler main dans la main avec les institutions en place ou non au Congo. Alors, vous avez mis en place une ONG, enfin une association. Aujourd'hui, en RDC, il y a plus de 3 millions de femmes violées. Et puis,
plus de 8 millions de tués. Dites-moi, comment voyez-vous l'avenir en RDC par rapport à tous ces crimes, par rapport à toutes ces victimes? Comment on peut réorganiser la société après tant d'années de souffrance et de guerre? Comment voyez-vous, en fait, une fin, on peut le dire? Comment voyez-vous l'issue favorable par rapport à cela? Moi, je pense que l'éducation est prioritaire et vraiment, il n'y a pas d'autre moyen que d'éduquer les gens. Parce que là, c'est plusieurs couches de la population qui sont touchées et de manière très, très profonde, parce que ces femmes victimes de violences ont des enfants qui sont issus de ces violences sexuelles. Très bien, oui. Donc ces enfants ont une norme qui est bien éloignée de ce qui est dans leurs droits ou non. Enfin, ils ont vu leur mère détruite par ça, donc il y a des chances pour qu'eux aussi perpétuent ça. Enfin, c'est un cercle vicieux, donc il faut l'arrêter, je pense vraiment, à travers l'éducation, qui prendra du temps, parce que c'est plusieurs générations qui sont touchées, et à travers la sensibilisation. Et moi, je pense que l'art est sûrement le moyen le plus universel de toucher le plus grand nombre de couches de population différentes. Alors, vous avez mis en scène cette pièce théâtrale. Dites-moi, autour de vous, il y a eu quoi comme ressenti? Comment les gens ont ressenti cette souffrance de cette population qui est complètement mis à l'écart, mis au bord de la route? Parce que personne s'en occupe. Et moi, vraiment, ce que j'avais envie de dire à travers cette pièce, c'est que déjà, il ne s'agit pas pour moi la localisation géographique n'est pas n'est pas primordiale dans ma démarche. Moi, je parle d'êtres humains qui sont en souffrance et qui ne trouvent aucun écho, ou bon, ça commence quand même à prendre un peu plus d'ampleur qu'il y a quelques années, on en parle un peu plus, mais ça reste beaucoup de discours, beaucoup d'actes symboliques qui n'aboutissent pas forcément à des choses concrètes, et juste parler de ces personnes et dire que bon, c'est vrai, on est habitué à ce que le continent africain souffre, on est habitué à voir des images de catastrophes, de souffrances. Ça c'est une catastrophe parmi tant d'autres. Donc pour beaucoup de gens, c'est vrai que oui, bon, encore une fois, on va nous dire que l'Afrique va mal, mais là, on touche au cœur d'une société, en fait, qui, à travers la destruction de l'appareil génital de la femme, on détruit la société. L'anthropologie sociale qui est complètement bafouée, touchée. Oui, c'est ça. Et moi, d'ici, ce que je peux faire déjà, c'est, à travers mon association, c'est sensibiliser. Moi, je n'ai pas de prétention à être une ONG de plus qui va aller dans l'Est du Congo et trouver un moyen, à travers des bailleurs de fonds qui nous imposent telle ou telle pratique, d'aider tant bien que mal. Moi, je veux déjà que les gens ici prennent conscience de ce qui se passe là-bas, et prendre conscience, c'est changer notre mode de consommation à travers l'utilisation de téléphones portables. J'allais revenir d'ailleurs. Ouais. Bon, oui, c'est vrai, mais on se rend compte d'une seule chose. Le dernier rapport nous indique qu'il y a plus de 230 ONG qui évoluent en RDC. Ne pensez-vous pas que ça devient de charity business? Oui, c'est un business, mais c'est clair. Enfin, quand on voit le nombre d'ONG qui, depuis quelques années, se spécialisent sur les violences sexuelles, alors que un peu plus tôt, elles s'occupaient, je sais pas, des enfants des rues. Enfin, on change en fonction de ce qu'on a comme bailleur de fonds, de fonds disponibles. Ça devient un sujet à la mode, ça devient un business. C'est malheureux parce que après toutes ne sont pas dans une mauvaise démarche, ne sont pas foncièrement dans une idée que je qualifierais de néocolonialiste, voilà, mais il y a du bon à prendre certainement. Mais est-ce qu'il y a la révolte en vous quand vous parlez de néocolonialisme? Enfin, tout cela, oui, c'est des discours. L'Afrique aujourd'hui est embrassée. Quand on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit qu'il n'y a pas d'avenir. Or, quand on regarde le dernier rapport pondu par le Sénat, le rapport Bockel,
ça nous dit que voilà, la France, l'Afrique est l'avenir de la France. Que pensez-vous Mais ça dépend de quelle échelle, à quelle échelle est-ce qu'on se place. Est-ce qu'on parle de macroéconomie ou est-ce qu'on parle d'êtres humains qui, au quotidien, voilà, si tel rapport d'économiste me dit que dans 20 ans, il y a des chances pour que l'Afrique rayonne, ben, tant mieux. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour les populations qui sont en train de mourir sous nos yeux et voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi. Moi, la macroéconomie m'intéresse pas tant que ça quand je vois la réalité. C'est en corrélation avec des problèmes de société. Oui, mais ça peut pas être pris en dehors d'un contexte, quoi. Il faut là, on parle d'êtres humains, qui meurent tous les jours, on parle d'êtres humains qui vivent dans des c'est une situation chaotique quand on regarde à 360 degrés. Enfin, au Congo, je ne vais pas me parler du Congo en général, mais en tout cas dans l'est du Congo, on ne sait pas par quel bout prendre la question, quoi. Vous évoquez tout à l'heure les non-États, enfin vous l'avez un peu murmuré, le non-État de ces pays. Comment voyez-vous l'avenir politique, pour terminer avec ça, l'avenir politique de ces pays? Il y a un homme qui est au pouvoir depuis 13 années, et avec un bilan, un passif assez difficile. Comment voyez-vous J'ai pas envie d'être pessimiste, mais c'est vrai qu'en étant simplement réaliste, l'avenir, je le vois pas tout rose du tout, je le vois pas rayonnant, je le vois pas. Il y a du boulot, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et ça prendra plusieurs générations et ça n'implique pas que les gens qui sont là-bas, ça implique, on est dans un monde où tout est interconnecté, dans une planète mondialisée. Donc ce qui se passe ici a des répercussions là-bas, ce qui se passe là-bas a des répercussions ici. Donc voilà, c'est une démarche qu'il faut mener ensemble, je pense. Vous avez double culture, hein, vous avez la chance d'avoir ces doubles cultures. Est-ce que vous pensez un jour aller vous installer en RDC avec cette confiscation de l'expression même aussi des problèmes graves de droits de l'homme? C'est une région qui est très attirante parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que oui, effectivement, moi, j'aimerais pouvoir aider à évoluer dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens qui, moi, me semble être le bon. Mais c'est vrai que je pense que j'ai hérité d'une culture, mais moi, j'ai pas vécu au Congo. Je maîtrise pas les codes pour évoluer là-bas de manière assez sereine. Parce que je pense pas que ma parole serait prise au sérieux, parce que je viens d'ici, et qu'est-ce que moi, d'ici, qu'est-ce que je vais aller leur apprendre ou leur expliquer? Moi, je pense qu'ici, j'ai quelque chose à faire. Vous êtes l'avenir de la nouvelle Afrique, l'Afrique émergente. On parle, en 2050, il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. C'est cet avenir-là, enfin, c'est cette jeunesse-là, cette génération-là qui fera l'Afrique. Votre discours, aujourd'hui, là, ne colle pas avec ce qui est présenté. Moi, je reviens sur ce que je disais plus tôt. On vit dans un monde mondialisé qui est interdépendant. Et je pense que j'ai beaucoup à faire ici aussi, à travers la sensibilisation. Moi, j'ai pas pour objectif de me mettre en danger pour me mettre en danger. Enfin, y a beaucoup à faire ici en lien avec l'Afrique. Et je pense qu'il y a une jeunesse qui, elle, est à 100% africaine et qui, plutôt que de venir ici pour nourrir la fuite des cerveaux, devrait rester là-bas et travailler en lien avec des jeunes qui ont une double culture et qui pourraient apporter une richesse dans ce sens-là. Oui, mais il y a une souffrance. Vous avez double culture. Ici en France, la diversité, il s'avère que ici en France aussi, vous êtes rejetés. On voit aussi à travers nos enfants. Comment je vois aussi cette forme de refuge derrière cet aspect théâtral. C'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est très compliqué d'être entre deux cultures parce que au Congo, je ne serai jamais considérée comme congolaise et en France, on me demandera toujours d'où je viens. Donc oui, effectivement,
l'art pour moi, le théâtre pour moi est le meilleur moyen d'exprimer cette complexité, cette difficulté d'être simplement. Et oui, je pense que c'est la manière la plus universelle que j'ai trouvée en tout cas pour exprimer ce que je ressens par rapport à tous ces sujets. Êtes-vous féministe ? Je pense que on devrait tous l'être. Enfin, oui, comment on peut l'interpréter le féminisme? Parce que je n'ai jamais compris à peu près cette expression. Il y a beaucoup d'écoles. Donc, moi, je ne suis pas de l'école qui voudrait inverser les rôles et que alors les hommes ont dominé pendant plusieurs siècles, alors aujourd'hui c'est au tour des femmes. Non, je pense que les hommes et les femmes doivent ensemble créer un monde plus juste et le féminisme pour moi n'existe pas sans les hommes. Et je trouve ça extrémiste de penser, parce qu'il y a beaucoup de féministes qui sont dans cet état d'esprit-là, où on interdit aux hommes l'accès parce qu'on se comprendrait mieux qu'entre femmes, alors que le machisme est intériorisé par beaucoup de femmes aussi. Hein, donc il ne vient pas que des hommes, et c'est vraiment ensemble qu'on peut créer un monde plus juste pour les hommes et pour les femmes. Vous avez un cursus pour terminer, hein, j'avais dit tout à l'heure pour terminer, oui. C'est tellement prolixe. Dites-moi, vous avez un parcours, un cursus universitaire assez éloquent. On a besoin de vous en Afrique, en RDC. Mm-hmm. Pourquoi rester ici? C'est une forme d'hypocrisie de dire que voilà, bon, je reste ici parce que tout va bien ici. Mais parce que c'est chez moi ici. C'est chez moi ici et là-bas, comment est-ce qu'on arrive? C'est difficile d'arriver dans un pays où les règles ne sont pas du tout les mêmes. Quel est mon point d'ancrage? Il faut le trouver. Moi, je ne veux pas aller au Congo pour aller au Congo. Il faut que j'ai une réelle valeur ajoutée pour ce pays-là. Et je suis pas... pour moi, il n'y a pas de paradoxe apparent à vouloir être française et... Mais vous ferez rire Marine Le Pen si vous attendez dire que c'est chez moi ici. Bah, qu'elle rit, hein, si je peux l'amuser un peu, tant mieux pour elle. Un message pour la communauté congolaise, votre génération, pour aider cette Afrique. Vous avez parlé de l'Afrique dans son ensemble, pas à force de la RDC. Dites-moi un message pour l'espoir, parce qu'en réalité, c'est sombre, cette Afrique. Moi, je pense que déjà, valoriser la double culture, c'est quelque chose de très important. Et prendre... moi, ce qui m'intéresse dans ma double culture, c'est que j'ai la chance de pouvoir piocher et de pouvoir prendre le meilleur des deux côtés. Et se dire qu'on peut, en fait, la question politique, c'est pas quelque chose réservé aux politiciens. En fait, on fait de la politique au quotidien, en faisant vivre la cité, en faisant vivre notre entourage, en parlant, en sensibilisant les gens autour de nous. Et on a les moyens de faire à petite échelle, certes, mais c'est petit caillou par petit caillou qu'on déplace des montagnes. Donc je crois vraiment qu'il faut croire en nous. Croire en vous, effectivement, on croit à cette jeunesse, à cette génération qui a double culture, qui a aussi une ambition, hein, beaucoup, qui a aussi un bagage. Vous avez un bagage assez important et je vous souhaite une bonne continuation. Enfin, la France, c'est un pays d'accueil pour nous et la France, c'est un pays pour vous. Alors, pour terminer, un mot aux dirigeants congolais. Un mot aux dirigeants congolais, ce serait une bonne chose de diriger, non pas juste pour l'amour du pouvoir, mais pour l'amour de leur peuple et essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et sur une réalité qui est insoutenable et
ça fait longtemps que ça dure, donc on a toujours l'impression qu'on lance comme ça, que c'est juste des mots et que c'est vide de sens, qu'on entend beaucoup de discours voilà, simplement un peu plus d'amour de son peuple. Un peu plus d'amour. Et pour terminer, on terminera avec cette histoire de rentrer chez vous et rencontrer. Ouais. Quand les Blancs suivent votre pièce de théâtre, que découvrez-vous dans leurs yeux? Les Blancs et les Noirs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est déjà cette prise de conscience-là. On parle d'un crime contre l'humanité qui a lieu sous nos yeux, à 8000 km d'ici. Mais parce que c'est à 8000 km, parce que les gens sont noirs, parce que c'est un continent maudit, on s'y intéresse moins ou ça nous choque moins. Donc déjà, oui, pour la plupart des gens qui viennent, c'est cette prise de conscience-là qui est forte. Et surtout, moi je le souligne et c'est au cœur de mon projet, j'aimerais que la question de la couleur de la peau soit pas centrale en fait, c'est la souffrance d'être humain. Et voilà, c'est aussi central pour moi que ce qui s'est passé pendant le génocide des Juifs, dont on parle beaucoup et qui est central dans la construction de la société, du moins de la société française. Et voilà, j'aimerais que ça devienne un sujet au cœur de nos discussions et qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hiérarchisation de la souffrance et que tous les êtres humains qui souffrent ont autant de raisons de trouver un écho dans nos discours politiques et autres. Merci à vous, merci d'avoir suivi, bien entendu, notre charmante activiste en pédopsie, Claudia Monge. Monge, ça vient de quelle origine ça? Monge, c'est mon pseudonyme de comédienne. Merci à vous. Très bientôt.